Rire alors qu'on a envie de pleurer. Afficher les signes de l'exultation alors qu'on assiste à une scène qui nous désole. Vous le connaissez, n'est-ce pas, ce rire bien mal placé et qui semble pourtant irrésistible. Ça m'arrivait surtout lorsqu'enfant, j'assistais à des disputes de mes parents. Cette contradiction entre la nature des émotions éprouvées et le comportement du corps, je crois la retrouver un peu quand face à un paysage vertigineux, terrifiant de beauté, l'attraction quasi hypnotique du vide m'incite à approcher encore un peu plus. Mais dans ce cas, c'est différent. C'est différent de ce rire insensé purement nerveux, parce que là j'ai peur. Mais le frisson est tellement délicieux que j'en redemande. Un peu comme quand je déguste des enchiladas dont le piment me brûle la langue, le palais, les lèvres, mais c'est si bon, alors j'en reprends quand même. La frontière si ténue entre douleur et plaisir ne cessera jamais de m'étonner. Pour éprouver quelques secondes de plaisir intense, certains prennent des risques qui peuvent sembler complètement déraisonnables, disproportionnés, absurdes. Tout le monde ne recherche pas l'intensité, en tout cas pas la même. Pour se sentir vivre intensément, certains pratiquent des activités ou des sports que l'on qualifie d'extrêmes. Ils choisissent de braver la peur du vide, la peur du noir, la peur de l'inconnu et le risque omniprésent que les choses tournent mal. L'anti-héros du jour est l'un de ces aventuriers motivés par le plaisir intense que procurent ces disciplines à haut risque, quel qu'en soit le prix. Nous avons eu une discussion passionnante sur ces peurs qui n'empêchent pas de récidiver et sur l'évolution de notre cohabitation avec cette émotion si essentielle. Bienvenue dans Anti-Héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Anti-Héroïne Gérard Guerrier. Bonjour Gérard. Bonjour Yasmine. Alors Gérard, vous avez pratiqué toutes sortes de sports extrêmes, la plongée profonde, le deltaplane, le ski de pente raide, l'alpinisme aussi. Et vous avez été ingénieur plongeur, chef d'entreprise, accompagnateur en montagne et organisateur de trek. Et plus récemment, si j'ai bien compris, traducteur et écrivain. Est-ce qu'il vous est parfois arrivé d'avoir peur du changement ou est-ce que ces différentes vies se sont enchaînées naturellement ? Tiens, c'est intéressant, j'y avais pas pensé à ça. Non, surtout pas. Je pense que j'ai toujours accueilli le changement avec le sourire. Et au contraire, ce qui me faisait peur, c'était la fossilisation et l'ennui. L'ennui, c'est l'antichambre de la mort. Hein. C'est l'électroencéphalogramme presque plat. La vie, c'est la différence, c'est la découverte, c'est la curiosité, c'est ça la vie. Gérard, aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de quoi et dans quelles circonstances ? Oui, bien sûr, évidemment que ça m'arrive d'avoir peur. Quelle peur ? Vous savez, les peurs, ça va de l'appréhension à la panique. Alors j'essaye d'éviter la panique. Mais des appréhensions, évidemment, ça peut être sur l'avenir de ma famille, surtout pour les autres d'ailleurs, hein, plus que pour moi, parce que finalement, moi je suis aux manettes, je suis au contrôle, donc si j'ai peur, je peux changer les choses. Alors que la peur pour mes proches, c'est plus compliqué, je peux pas forcément changer les choses, et ça me rend anxieux. Bien sûr, je comprends. Alors, vous écrivez dans Éloge de la peur, un livre passionnant et que j'ai trouvé très intime aussi, que ce n'est qu'en exprimant ces peurs qu'on peut les apaiser. Est-ce qu'exprimer vos peurs est la raison d'être de ce livre ? Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la peur ? Bah là, on va aller tout de suite dans l'intime. Il se trouve qu'en fait, pour moi, ce livre, c'est une thérapie. Et ces peurs, on les soigne notamment effectivement d'abord en les comprenant et ensuite en les exprimant. Et en fait, il y a quelques années, il se trouve que j'ai perdu mon fils aîné dans un accident de parapente et ça a été un choc majeur, un traumatisme profond qui m'a rendu peureux.
alors que ce n'était pas forcément ma qualité première, au point que j'étais incapable de côtoyer le vide, par exemple. Pendant plus d'1 an, chaque fois que je côtoyais le vide, je m'effondrais en larmes. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, parce que d'abord j'aime la montagne, et la montagne fait partie de ce que je suis, et donc éviter le vide pour un montagnard, c'est quand même un peu embêtant. Et donc j'ai décidé de comprendre ce qui m'arrivait. Et j'ai écrit, je me rappelle, ce jour-là, j'ai écrit une dizaine, 10 ou 20 questions sur la peur que je me posais, des questions aussi basiques que quelle est la différence entre la peur d'un animal et la peur d'un homme. Plus philosophique, est-ce qu'il y a un lien entre la peur et la liberté, etc., etc. Et puis, je suis allé voir mon éditeur, et j'ai dit, écoute, moi, je vais travailler sur ces questions, quoi que tu décides, mais ça pourrait faire un livre. Et elle a lu ces questions, et elle a dit, évidemment, ça intéresse tout le monde, ces questions. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans sur ces questions, et écrit, et ça a été, pour moi, la meilleure des thérapies. Et ça vous a permis aussi de rencontrer pas mal de monde, si j'ai bien compris. Oui, alors à la fois des experts, on va dire scientifiques, des neuroscientifiques, des psychiatres, des psychologues, des anthropologues, mais aussi, je pense, à tort ou à raison, que les gens qui font des sports extrêmes sont un peu des pilotes d'essai des émotions. Donc ils poussent le curseur très très loin, et donc j'ai décidé d'aller voir des gens qui faisaient des choses qui semblent pas très raisonnables, et donc forcément qui avaient côtoyé la peur pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient et qu'est-ce qu'ils en retiraient. Et puis aussi, je parle de mes émotions dans le livre, puisque moi je peux aller dans l'intime, ce qui est pas toujours forcément le cas, par exemple, avec Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde en avion solaire. On a beaucoup parlé, il connaît très bien le sujet, mais dire que j'ai percé son intimité, non, ça serait présomptueux. D'accord. Toujours dans le même livre, vous écrivez que la plupart des aventuriers et sportifs extrêmes non seulement connaissent la peur, mais ont une relation intime avec celle-ci. Comment est-ce que vous définiriez votre propre relation avec la peur ? Consciente, aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais adolescent ou jeune homme, je pense que cette peur, je l'ignorais ou je la masquais. Ou pour moi, la peur était pas un problème quand j'étais môme. Ça veut pas dire que j'avais pas peur, mais je me posais pas la question de la peur. Et pourtant, je me rappelle par exemple quand j'ai fait mon premier grand vol en deltaplane avec 800 mètres de vide sous mes pieds dans un tremplin qui se jette à 60 degrés dans le vide. Je peux vous dire que j'avais peur, mais voilà, ça me posait pas de questions. Je savais que j'avais peur, mais comme j'avais plus envie d'y aller que j'avais peur, j'y suis allé. Oui. Donc l'envie, la motivation était largement supérieure à la peur. Il y a des gens qui font des choses extrêmes, ils le font parce qu'ils n'ont pas peur. Parce qu'ils ont un degré de sensibilité qui est très faible. À la limite, il y a des scientifiques qui pensent que dans leur activité, ils se conduisent comme des psychopathes. Puis, à l'inverse, là c'est un peu mon cas aujourd'hui, moi je fais des choses en dépit de la peur parce que ma motivation est largement supérieure au degré de peur. Mais bon, on pourra en parler parce que après il y a des bonnes motivations et des moins bonnes motivations, etc. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. Vous expliquez aussi qu'au cours de notre vie, la peur change et vieillit avec nous. Et du coup, je me demandais comment la vôtre avait-elle pu évoluer ? Comme tout le monde. Non, là, je fais pas exception. En vieillissant, vous êtes devenu plus sage. En vieillissant, et plus peureux. Je deviens plus sage. Alors pour des tas de raisons, parce que d'abord, mes limites, je les connais. Aujourd'hui. En plongée profonde, par exemple, je sais jusqu'où je peux aller raisonnablement. Vous en faites encore ? Je me suis mis à l'apnée. D'accord. Parce que c'est plus simple, mais en apnée, je suis très prudent.
Je suis très prudent, parce que l'apnée, en fait, est très dangereuse. C'est à la limite, c'est plus dangereuse que la plongée. Donc oui, je suis prudent en montagne. En montagne, le sommet, d'une certaine façon, m'indiffère. Ce qui m'intéresse, c'est de passer un bon moment en montagne. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais 30 ans, où il fallait absolument faire le sommet. Oui, la performance primait. Ouais, sinon la journée était une journée pourrie. Aujourd'hui, non, ça ne me coûte rien de renoncer. Donc je suis sorti un peu de ce que j'appelle l'effet tunnel. Enfin, j'essaye en tout cas. L'effet tunnel, c'est quand vous êtes tellement focalisé sur l'objectif que vous ne voyez rien de ce qui se passe à côté, et éventuellement des dangers qui sont à côté. Donc ça, non, ça c'est la sagesse de l'âge. Mais quand j'avais... Et de l'expérience. Et de l'expérience, mais quand j'avais 20-30 ans, je fonctionnais quasi exclusivement en effet tunnel. Oui, c'était vraiment la quête de la performance qui vous motivait. De l'objectif plus que de la performance, parce que je me rappelle quand je faisais du deltaplane, j'ai été un des premiers à inaugurer ce qu'on appelle le vol bivouac, qui consiste à décoller d'une montagne, d'atterrir au sommet d'une autre, de dormir là et de repartir le lendemain, et en fait de voyager avec son aile à travers les Alpes. Cette performance, j'étais le seul, ou quasiment le seul à la connaître, avec mes amis, donc tout le monde s'en foutait de ce que je faisais. Donc je sais pas si on peut appeler ça une performance, mais en tout cas cet objectif était complètement focalisé là-dessus, au point que j'étais complètement aveugle sur les émotions de mon épouse, qui n'aimait pas du tout ce que je faisais. Ben, je peux comprendre, et en même temps je vous comprends aussi, parce que vous étiez en train de réaliser un rêve d'enfant. Enfin, j'aime beaucoup, il y a un moment dans le livre où vous parlez du fait de voler et des sensations que ça causait chez vous. Moi qui connaissais pas du tout, je suis allée sur YouTube, du coup j'ai tapé deltaplane, et puis j'ai regardé 2-3 vidéos, et ça m'a vraiment impressionnée. Et c'est vrai que c'est fou en fait de faire ça, c'est complètement fou, et en même temps ça paraît extrêmement fascinant. On aimerait être à votre place sans y être non plus, en fait. Je sais pas comment vous décrire ça. J'avais un ami qui avait une expression que j'aimais beaucoup, qui est presque juste, presque, qui disait voler, c'est mieux que l'amour. Ah oui. Oui, vous parlez de cette extase, et d'ailleurs vous décrivez ça comme une passion amoureuse exclusive. Ouais, tout à fait. Ouais, donc c'est incroyable. Mais bon, après j'en suis pas forcément fier, parce que quand je pense à ce que j'ai fait vivre à mon épouse, non, c'était pas bien. C'était pas bien, mais voilà, je l'ai fait parce que j'étais comme ça, j'étais câblé, à l'époque j'étais câblé pour ça. On parlait tout à l'heure des motivations, c'est la motivation qui l'emporte sur les peurs. Et des fois, ces motivations sont un peu bizarres, un peu extrêmes. Et effectivement, des fois, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire pour des tas de raisons. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, par exemple, dans votre livre, c'est quand vous parlez de ces gens plutôt jeunes qui, oui, vont prendre des risques incroyables pour avoir tant de vues sur YouTube. Ça, c'est vraiment the dark side of the moon. Et c'est vraiment ce qu'il y a de détestable dans les sports extrêmes, ou dans certains sports extrêmes. Mais on n'a pas besoin de ça pour faire des choses extraordinaires. Après, honnêtement, ça nous amène, faut regarder aussi les motivations positives. Ça nous amène à un tel niveau de sensation, de plaisir, de bonheur. On pourrait parler du circuit de la récompense, de la dopamine, que sais-je encore, que ça vaut le coup. Oui. Comme je dis parfois, vous savez, les gens qui se jettent des falaises en wingsuit, qui vont faire des vols de 2 minutes 30. Alors, qu'est-ce que c'est juste le wingsuit ? Alors, le wingsuit, c'est une espèce de combinaison, une combinaison. Et quand on écarte les bras et les jambes, ça fait comme une aile. Et on plane un peu comme un écureuil volant. D'accord. Et donc, on a, moi, j'ai des camarades qui se lancent des falaises. Ça, j'ai jamais fait, mais eux, ils le font. Ils se lancent des falaises et puis ils planent comme ça. Ils vont à 200 km/h, donc ça va très vite. Et c'est des vols de 2 minutes, 2 minutes 30, voilà, c'est guère plus long en général, et après ils ouvrent leur parachute. D'accord. Donc c'est très spectaculaire, c'est assez dangereux, mais comme je dis parfois, 2 minutes de wingsuit, ça vaut largement une semaine derrière son ordinateur. Ouais. Donc en termes de sensations. En termes de sensations, et puis c'est la vie intense. De dopamine. C'est la vie intense. Au niveau neurobiologique, c'est intéressant.
La dopamine n'est pas addictive. Donc les gens qui disent je suis drogué à la dopamine, c'est pas vrai. Drogué, pardon, à l'adrénaline, ce n'est pas vrai. D'accord. Ce n'est pas addictif. Néanmoins, alors l'adrénaline a des tas d'effets désagréables. Exemple, le poil qui se redresse, les tripes serrées, la sueur, éventuellement le tremblement. Enfin bon, il y a des tas de choses qui sont pas agréables liées à l'adrénaline. Néanmoins, l'adrénaline a un effet positif, c'est que c'est un état d'hypervigilance et d'ultra-concentration sur le moment présent et sur la tâche. Au point que certaines personnes disent, quand je fais de l'escalade, je médite en action. Oui. Voilà, ça c'est un aspect positif qui nous permet d'être beaucoup plus efficace sur l'instant présent. Néanmoins, elle n'est pas addictive. Ce qui est addictif, c'est la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé le danger, qu'on a réussi son coup, il y a comme ça une montée de bonheur. Et ça, par contre, c'est complètement addictif. La dopamine, on la retrouve chez les drogués, on les retrouve chez les mangeurs de chocolat, etc., etc. Donc, chaque fois qu'il y a une addiction, en général, il y a un peu de dopamine derrière. Après, peut-être un point, je reviens sur les sportifs extrêmes. Ce qui est intéressant aussi, alors, il y a personne qui a travaillé sur la sociologie des sportifs extrêmes, mais néanmoins, de manière intuitive, ce qu'on retrouve chez les sportifs extrêmes, on retrouve beaucoup de scientifiques. De scientifiques, alors soit des ingénieurs, ça peut être des médecins ou des infirmiers ou infirmières, parce que ils sont capables de décrypter le danger. Et ils fonctionnent pas uniquement avec des émotions. Donc c'est des gens qui raisonnent, et c'est pour ça qu'ils sont capables de prendre ces risques extrêmes. D'accord. Oui, puis comme vous l'expliquez très bien, la plupart des sportifs extrêmes prévoient tout en fait à l'avance. Enfin, tout est calculé, le moindre geste est calculé. Isabelle Autissier, par exemple, à la base, elle est ingénieure agronome. Jean-Louis Etienne, il est médecin, etc., etc. Et on retrouve souvent ces profils dans les gens qui font des choses un peu à la limite. Donc ils ont un grain de folie, certes, mais ils sont extrêmement rationnels. Parce que s'il y a que le grain de folie, la durée de vie est assez courte. Oui, on imagine bien. Vous dites clairement que vous n'aimez pas la peur. Vous racontez que vous avez frôlé la mort plusieurs fois. Et que vous avez aussi perdu de nombreux amis qui faisaient du deltaplane notamment. Et pourtant, malgré les risques, vous avez quand même continué assez longtemps à pratiquer donc cette passion amoureuse exclusive. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je vous dis, je pense que c'était une addiction totale. Par exemple, une fois, j'avais fait une chute très sévère où je suis tombé dans les pommes pendant plus d'1 heure, j'ai perdu conscience pendant plus d'1 heure, traumatisme crânien, hôpital, un peu de tassement des vertèbres, et je crois que 3 jours après, je me remettais sous une aile. Vous aviez quel âge à l'époque ? 27, 28 ans par là. Oui, non, c'était pas très raisonnable tout ça. Ça vous traumatisait pas ? Pas du tout. C'est ça qui est dingue. Bon, il y a quand même eu un vol de trop. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'arrivait un accident, même, on va dire, quasi mortel, j'arrivais à analyser le pourquoi. Le lendemain, je savais pourquoi j'avais eu des problèmes. Et puis une fois, j'ai fait un vol et j'ai fait une chute énorme. Enfin bon, bref, ça y est, je me suis vu mourir 10 fois. Et par contre, j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de faire des grands vols. D'accord. Ouais, là, pour le coup, comme vous avez pas réussi à expliquer ce qui a mal tourné, en fait. Absolument. Là, ça vous a davantage fait peur. J'ai un ami qui s'appelle Antoine Girard, ultra connu chez les parapentistes. C'est un parapentiste qui, avec son parapente tout seul, sans autre moyen que son parapente, a été capable de monter à 8400 mètres dans le Karakoram au Pakistan. D'accord. Donc c'est un type qui fait des trucs incroyables. Enfin, et sans oxygène. Enfin bref, pour moi, c'est mon héros. Mais Antoine a été il a eu une vie avant, il était alpiniste de très haut niveau et il faisait de l'himalayisme. Et je sais plus quand, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, il a arrêté l'himalayisme. Et je lui ai demandé pourquoi tu as arrêté l'himalayisme. Il m'a dit parce qu'il y avait trop de facteurs que je ne maîtrisais pas. Donc c'est un gars qui fait des choses en parapente qui sont
absolument incroyable pour moi, mais parce que en parapente, je contrôle quand même beaucoup plus de paramètres. Oui. Que en Himalaya, parce qu'en Himalaya, si je fais de l'alpinisme, ben l'avalanche, je contrôle pas forcément, les crevasses, je les contrôle pas forcément, les chutes de pierre, la météo qui change d'un seul coup, etc. Oui, oui, on n'a pas tous ces détails-là forcément à l'avance. Vous rendez hommage aux aventuriers et sportifs extrêmes qui repoussent les limites et ont le courage de vivre pleinement malgré leur peur. Pourtant, vous parlez aussi de tous les dangers encourus et de la difficulté de rassurer ses proches, justement. Vous parliez de votre épouse tout à l'heure. Moi, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas quand même une certaine dose d'égoïsme lorsqu'on n'est pas seul, mais qu'on décide d'y aller quand même, justement? Oui, la réponse est oui. Je vous disais tout à l'heure, il y a un neuropsychologue autrichien qui pense que 50% des sportifs extrêmes ont une tendance psychopathique. Mmh. Et moi, pendant longtemps, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Moi, je me sens pas du tout psychopathe. Et dans la vie de tous les jours, je vous confirme, je suis pas très psychopathe. J'ai quand même un minimum d'empathie. J'ai une vision assez périphérique. Voilà, je suis capable de partager les émotions des autres et de pas toujours ramener tout à moi. Donc, je suis à peu près normal. Mais à peu près. Mais dans la pratique de ces sports extrêmes, après analyse et avec le recul de temps, je pense que je me conduisais comme un psychopathe. Il y avait que l'action qui m'intéressait et j'étais complètement imperméable aux émotions des autres, y compris de mon épouse ou de mes parents d'ailleurs. Mais vous étiez pas imperméable à vos propres émotions, par contre? Non, parce que bon, le psychopathe, il s'oublie jamais lui. Hein. Mais encore une fois, mes émotions, la peur pour moi, à cette époque-là, elle existait, c'était pas vraiment un problème. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez gérer la peur? Bah, grâce à mon travail et à mon livre, je pense la gérer un peu mieux. Déjà, la première chose, c'est l'identifier. C'est dire tiens, là j'ai peur. Ce qui est pas évident, ce qui est pas évident. Quand j'étais jeune homme, c'était pas mon problème. Ouais. Donc dire tiens, là j'ai peur. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de comprendre pourquoi j'ai peur. Troisième chose, est-ce que cette peur, elle est liée à un danger réel? Donc, la ramener au danger réel. Une fois qu'on l'a ramenée au danger réel, bon, ben après, ça c'est beaucoup plus facile de la gérer. Vous savez, la peur, il faut bien comprendre que la peur, encore une fois, entre l'appréhension et la panique, il y a des tas de variations. Bien sûr. En fait, il y a deux paramètres qui sont essentiels sur la peur. Un, c'est le niveau d'intensité, en disant que le plus haut niveau d'intensité, c'est la terreur panique. Puis deux, c'est la proximité ou la réalité du danger. Donc vous avez des peurs qui sont sans objet. Je pense à des angoisses, il y a des angoisses inutiles. Et puis, il y a des peurs qui sont liées à un danger réel. Bon, celles-là, vaut mieux pas les éviter, quoi. Il vaut mieux les prendre en compte. Oui. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est toutes ces peurs qui sont sans objet, réelles, celles-là, il faut les travailler pour les éliminer. La peur, si vous voulez, finalement, c'est un processus biochimique. C'est notre corps qui réagit par rapport à un signal. Et il y a deux types de signaux. Il y a les signaux extérieurs, de danger, qui peuvent être amplifiés ou pas, mais il y a aussi les signaux intérieurs. Ça, c'est la caractéristique de l'homme. Tout à l'heure, je vous parlais de la différence entre les peurs animales et les peurs humaines. A priori, les peurs animales, ce sont uniquement vis-à-vis des signaux extérieurs. Nous, on est capable de créer nos propres signaux, de s'imaginer des choses. En fait, et ça, c'est l'anxiété et l'angoisse. A priori, c'est quand même propre à l'homme. Et l'anxiété et l'angoisse se nourrissent de deux choses. Un, les souvenirs. Donc, on a tous un bagage de souvenirs plus ou moins épais. Et puis, nos projections dans le futur, notre imagination. Et là, c'est pareil. Si vous avez des gens qui sont intelligents, ils ont beaucoup plus de capacité de se projeter dans le futur que des gens qui sont comme moi, un peu benets et qui disent non, on verra bien ce qui se passera. Vous êtes dur avec vous-même. Un peu, mais je constate. De toute façon, Christophe André, le neuropsychiatre, dit qu'il y a quand même un lien entre l'intelligence et l'anxiété. Les grands anxieux sont souvent des gens très intelligents. Le gars qui est un peu lourdeau, etc., c'est rarement un anxieux. Donc en fait, l'anxiété, c'est pas acheté parce que c'est lié à l'intelligence, c'est lié à la sensibilité. Et puis l'anxiété nous permet aussi de nous préparer au pire.
Mais après, là, il faut revenir sur Marc Aurèle. Vous savez, la fameuse prière de Marc Aurèle. En gros, c'est les choses sur lesquelles je n'ai pas pouvoir, eh bien, tant pis, je deviens fataliste. Les choses sur lesquelles j'ai pouvoir, eh bien, j'agis. Oui. Et puis, Seigneur, donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. Et ça, je pense, bon, c'est un des mantras du stoïcisme. Je pense que c'est une des choses essentielles dans la vie, c'est d'être capable de discriminer entre les choses sur lesquelles on a pouvoir de faire quelque chose et les choses sur lesquelles on n'a pas pouvoir. Et rien ne sert d'être anxieux sur les choses sur lesquelles on n'a pas pouvoir, parce qu'on n'a pas pouvoir, donc arrivera bien ce qui arrivera. Mais voilà, le poison, c'est l'anxiété et l'angoisse sur des sujets qui ne sont pas importants. Mais l'avantage de l'anxiété et de l'angoisse, c'est qu'elle se dilue dans l'action. L'exemple favori, c'est Isabelle Autissier, qui est un peu anxieuse de nature. Il y a des gens, après ça c'est des natures, hein. Bon, comme c'est une femme intelligente et qui se projette dans le futur, etc., elle est capable d'imaginer des tas de plans A, B, C, en disant, ben non, ça pourrait aller mal, ça pourrait aller mal, etc. Et donc elle s'y prépare. Parce que justement, elle est dans l'action. Hein, elle pourrait rester dans l'anxiété en disant aïe 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 aïe. Non, elle s'y prépare. Donc elle va faire des changements dans son bateau, dans son organisation, etc. pour être préparée au pire. Puis une fois qu'elle part du port, ben, l'anxiété est derrière elle, elle est dans l'action et elle est préparée. Donc ça, c'est la bonne utilisation de l'anxiété. Puis il y a des gens qui restent anxieux et qui ne font rien. Et là, ça c'est embêtant. Ça. Oui, c'est un peu comme... moi, ça me fait penser à quelque chose peut-être d'un peu plus commun, qui est une prise de parole en public, où on appréhende, on stresse, on imagine toutes sortes de choses avant d'y être, on bredouille éventuellement les premières secondes, et puis une fois qu'on est lancé dans son speech ou dans sa présentation, comme on est quand même bien préparé en général en plus, ça se déroule tout seul. Et, oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est l'anxiété qui va vous faire réviser vos notes au dernier moment et qui va vous refaire ouvrir le bouquin 2 heures avant pour être sûr, etc. Et puis finalement, une fois que vous êtes lancé, tout ça est oublié. Mais parce que vous avez été bien préparé, parce que vous avez été anxieuse, eh bien, vous êtes bien préparé. Et c'est pareil pour, je vous parlais de mon épouse qui est pianiste, quand elle fait des concerts, ou quand elle en faisait en tout cas, il y avait une préparation intense, elle avait un trac énorme, et c'est ce trac qui la faisait travailler jusqu'à la dernière seconde. C'est pour ça que c'était une bonne pianiste. Donc l'anxiété est une aide aussi, mais ça peut être aussi un sacré poison. Bien sûr. Vous écrivez finalement qu'à force de la côtoyer, on se prend presque de tendresse pour notre peur, comme une vieille amie. Si nous l'écoutons, elle nous permet de mieux nous connaître et de mieux vivre, en harmonie avec nos motivations profondes, plutôt qu'en poursuivant des chimères. Quelle motivation profonde la peur vous a-t-elle révélée ? C'est-à-dire que la question de la peur, si vous la prenez bien, va vous faire poser la question, c'est pourquoi je suis là, pourquoi j'ai envie d'y aller. Est-ce que j'y vais malgré la peur ? Et donc, vous allez revenir aux racines de vos motivations. Et est-ce que ces motivations sont, entre guillemets, nobles ? Ou est-ce que ces motivations sont futiles ? Bon, on prenait l'exemple des sportifs extrêmes qui sont un peu show-off, un peu bombeurs de torse, qui se baladent avec la GoPro sur le casque, etc. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai jamais acheté de GoPro. Mes exploits, je les passe pas sur YouTube. D'ailleurs, j'en fais plus beaucoup. Et voilà, pour moi, ce sont des motivations futiles qui nous éloignent de la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je suis là. Donc, si je suis en montagne, par exemple, que je vais avoir un passage un peu délicat à franchir, je vais me poser la question pourquoi j'ai envie de le franchir. Ce que je faisais pas avant. Parce que c'était l'objectif, c'était le sommet qui comptait. Là, non. C'est est-ce que je me fais plaisir en faisant ça ? Et du coup, d'ailleurs, comme je vous disais, je n'ai jamais honte de renoncer. Ça me dérange, ça me pose aucun problème. Donc le plaisir est une motivation noble. Ah oui, bien sûr.
Ça, il faudrait lire un autre bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Du courage. Alors du courage, dans le courage, en gros, il y a plusieurs dimensions dans le courage. Il y a la lucidité, la persévérance, il y a l'élan, l'énergie, la force. Et puis il y a la dimension morale qui existe quasiment depuis Platon. C'est le noble objectif. Il y a de nombreux philosophes qui pensent que ce noble objectif n'existe que s'il est altruiste. Moi, je suis en désaccord avec ça. Je pense que pas que. Hein. Hannah Arendt, par exemple, dit il n'y a de courage qu'au service des autres. D'accord. Alors oui, le courage au service des autres, je pense à des secouristes en haute montagne ou des pompiers, etc. Oui, ça c'est un vrai courage vertueux, mais pas que. Je pense qu'un alpiniste qui va au bout de ses limites, qui se découvre, qui devient un meilleur alpiniste, c'est vertueux, parce que c'est en faisant ça qu'il deviendra aussi altruiste éventuellement plus tard. Donc il y a la connaissance de soi aussi Oui. qui est une profonde motivation, Absolument. en tout cas dans votre cas. Le connais-toi toi-même, hein, le gnotisioton, est essentiel. Je pense à Nietzsche. Nietzsche a écrit des très belles choses sur la prise de risque, en encourageant les gens à vivre dangereusement, à construire des villes sur le Vésuve, etc. Mais il dit aussi « deviens ce que tu es ». Pour moi, ça c'est une de mes devises favorites. Oui. Et c'est en rencontrant ces peurs que l'on devient ce que l'on est. Et pour moi, ça c'est noble. Alors c'est intéressant parce que si je discute avec un moine bouddhiste et je vais lui demander si un alpiniste est courageux, il va me dire jamais de la vie. Il le fait pour lui, pour son propre ego, etc. Ça n'a rien d'altruiste. Mais moi, ma théorie, c'est on sera d'autant plus altruiste qu'on s'est construit soi-même. Un exemple, Isabelle Autissier, qui a fait le tour du monde en solitaire, etc. Aujourd'hui, elle est présidente de WWF France et elle travaille pour la noble cause. Je pourrais vous citer aussi le cas de Fridtjof Nansen, un explorateur polaire norvégien du fin du 19e, début du 20e, qui a fait des choses incroyables en essayant d'aller au pôle Nord, qui demande un courage physique incroyable, il est allé au bout de lui-même, et qui, quelques années, reçoit le prix Nobel de la paix pour ses actions sur les réfugiés russes après la révolution soviétique. D'accord. Moi, je me demandais aussi si, dans votre cas, la quête de sens constituait une motivation profonde. Aujourd'hui, oui, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était le plaisir, les sensations qui l'emportaient. Mais oui, aujourd'hui, ça c'est l'âge. Je suis un peu plus à la recherche de sens. C'est pour ça que j'écris des livres, d'ailleurs. Oui, parce que vous parliez des explorateurs qui repoussaient les limites du monde connu, effectivement. Donc ça, c'était des motivations qui pouvaient être utiles. Après, ce qui se passe, c'est que de nos jours, il y a quand même beaucoup moins d'endroits qui peuvent encore être explorés. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et donc, moi, je me demande justement quel est le sens, si ce n'est toujours se dépasser. Donc, effectivement, on a fait 8000 mètres, donc on va essayer de faire 8100. Enfin, voilà, on va essayer de battre un record, finalement. Donc là, on en revient davantage, je trouve, à la performance qu'au service à la collectivité ou à la science. Ouais, mais ça c'est compliqué parce que même historiquement, si vous voulez, les motivations sont rarement uniques et pures. Je vous donne un exemple. Roald Amundsen, qui est le premier qui a atteint le pôle Sud, pardon, excusez-moi. Alors on va dire, c'était altruiste parce qu'il a découvert de nouvelles terres pour l'humanité. Non, c'est pas vrai. Roald Amundsen, il le faisait pour la gloriole, soyons clairs. Ouais. Est-ce que c'est noble ? Non, c'est pas. Ça a été une conséquence de ce qu'il a fait, mais c'était pas forcément sa motivation première. Alors je vous parlais en plus de Christophe Colomb. Christophe Colomb, quand il part vers l'ouest en pensant qu'il va découvrir le chemin plus court pour aller aux Indes, c'était pour devenir riche et avoir des titres de noblesse, sans même parler de Cortés. Moi, il y a un épisode aussi que vous racontez dans Éloge de la peur qui m'a marqué. C'est quand vous faites cette expérimentation de plongée en 83 où vous faites partie d'une équipe qui va tester, si j'ai bien compris, la respiration de l'hydrogène.
Et donc, vous racontez avoir éprouvé de la claustrophobie à un moment donné. Moi, je souffre de claustrophobie depuis longtemps, donc pour moi, c'est absolument impossible, inenvisageable de s'imaginer dans une situation pareille. Et du coup, forcément, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on gère la peur quand on est enfermé dans une combinaison ou un scaphandre, etc. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut accomplir un tel exploit? Oh, c'était pas un exploit, c'est du contrôle de soi. Je vous rassure, je suis toujours claustrophobe. Moi, j'ai passé il y a pas longtemps un IRM du cerveau. Et je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, mais on vous met dans une cabine et puis un truc qui vous recouvre les yeux, qui est à 5 cm de vos yeux, et puis ça fait boum, 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 boum. Et en plus, ça dure longtemps. Et ça dure longtemps, et honnêtement, j'ai failli dégager. Tellement ça me stressait. Bon, je suis resté, j'ai réussi à me contrôler, mais c'était un véritable effort. Et là, justement, je suis revenu à la raison en me disant, attends, stop, tu arrêtes ton cinéma. T'es pas dans Vous une avez chambre fait bien à gaz, pire. Ouais. Et voilà, il va rien se passer. Il y a des tas de gens qui le font. Eh bien, cool. Médite, concentre-toi sur ta respiration. Et puis voilà, en méditant un peu, le truc est parti. Alors, cette expérience, c'était effroyable parce que c'était la première fois qu'on allait faire respirer à des hommes un mélange d'hydrogène et d'oxygène. Avant, il y avait que les souris. Alors, il y a une exception. Il y avait un ingénieur suédois en 1945, je crois, qui l'avait respiré, mais justement, il était mort au cours de cette expérience d'un accident mécanique. Carl Zetterström, il est mort, je crois, en 1945, et depuis, personne n'avait respiré de l'hydrogène et de l'oxygène, sauf les souris qu'on avait sacrifiées. On avait vu que, bon, finalement, elles s'en sortaient pas trop mal. Et puis, là, on allait passer à la phase humaine. Donc, c'était assez terrifiant, parce que l'hydrogène est tout sauf un gaz neutre. C'est pas comme l'hélium ou l'argon, etc. Non, là, c'est un gaz qui est très, très, très actif. Et donc on allait respirer ça. Dans notre jargon, on rentre en caisse, on rentre dans un caisson. Alors il y a un caisson toilette, un caisson vie, un caisson expérimental, etc. C'est un cylindre de 2 mètres de diamètre, 4 mètres de long. Et vous êtes plusieurs dedans? Ouais, on était 6. Et lors de la compression, donc en plus ils nous avaient enfermés dans le caisson toilette, en gros, toilette salle de bain. Là, c'était encore pire, parce qu'il faisait 1,50 m de diamètre, 2,50 m de haut, et on était 6 serrés les uns contre les autres. Et quand ils mettent le gaz en pression, d'abord, vous l'entendez, ça passe par une vanne, ça fait... Premier point. Deuxième point, comme la pression monte, là, les physiciens se reconnaîtront, la température monte, puisqu'on est à volume constant. PV égale nRT. Donc tout d'un coup, il fait très chaud. Tout d'un coup, il fait très chaud, vous êtes en sueur, vous entendez le gaz qui arrive. Et ça dure plusieurs heures. Vous faites quoi pendant ce temps? On discute entre nous. D'accord. Mais là, honnêtement, moi, j'ai eu l'image que j'ai pensé aux gens de la Shoah. Sauf que eux, ils l'avaient pas choisi. Moi, je l'avais choisi, mais j'avais une furieuse envie de sortir. Sauf que c'était impossible. Parce que justement, on était en pression, on pouvait plus sortir. Ouais, vous pouviez plus, là. Parce qu'à partir du moment où on avait passé 50-60 mètres, voilà. Et là, il y avait qu'une solution, c'est se calmer et raisonner, et c'était pas facile. Puis après, une fois qu'on était au fond, mais on a quand même resté 3 semaines dans nos caissons. 3 semaines, purée. C'est pas et toujours évident. Comment on se calme? Parce que j'imagine qu'on peut pas... Moi, quand je sais que je vais être confrontée à une situation un peu difficile, je me promène, j'ai toujours sur moi un petit Lexomil ou un petit cachet que je prends pas, mais juste de l'avoir sur moi, ça me rassure. En me disant, voilà, si vraiment j'ai une grosse crise, je peux l'avaler en 2 secondes et ça agit vite. Quand on est dans un caisson à je sais plus combien de mètres sous l'eau, et puis à l'époque en plus j'imagine qu'on n'avale pas un Lexomil et voilà. Donc comment on se calme? Alors, honnêtement, j'étais pas bon sur ce coup. De toute façon, j'avais pas le choix déjà. Ouais. Le fait de pas avoir le choix, ça... J'aurais pu piquer une crise. Et dans ce cas-là, on m'aurait médicamenté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans une expérience que moi j'y étais pas, mais je connais une expérience où l'un des plongeurs cobayes a crisé complètement, et là en fait on l'a piqué. Il y avait un médecin parmi les 6, D'accord. Et il était tout à fait capable d'intervenir si un gars avait des problèmes. Mais par contre on pouvait pas le sortir.
parce que pour des problèmes de décompression, etc., à partir du moment où on est à peu près à 300 mètres, pour vous donner une idée, il faut 8-9 jours. Oui, 300 mètres de profondeur quand même, pendant 3 semaines. Ouais. Et donc, quand on est au fond, si on veut remonter, il faut 8-9 jours. Sinon, on explose, donc c'est pas bon. Donc, à l'époque, j'étais pas bon. Aujourd'hui, je pense que je serais mieux outillé grâce à mon bouquin et au travail que j'ai fait. La première chose, déjà, je pense que moi, je suis aussi relativement anxieux, hein, je suis pas si serein que ça. La première chose, c'est de visualiser ce qui va se passer. Donc, d'anticiper dans sa tête et dire, voilà, je vais être dans ce caisson, on va être serré, parce que je le connaissais, ce caisson. On va être serré, on va être à 6. La descente va durer 2h30. Pendant 2h30, tu vas être confronté à cette peur, et il faut s'imaginer avec le gaz, la température qui monte, etc., et laisser monter avant, hein, là je parle d'avant, et laisser monter ces émotions, parce que ce qu'il y a de génial avec l'homme, c'est qu'on est capable d'imaginer un danger, et en imaginant ce danger, déjà les émotions arrivent. Hein, vous pouvez avoir le poil qui se redresse, la sueur, etc., alors que vous êtes pas dedans. C'est juste le produit de votre imagination. Moi, il y a encore quelques semaines, parce que là, ça va mieux ces derniers temps. Le simple fait de lire certains passages de votre bouquin, je pense que j'aurais été très très mal en fait. Ouais. Juste quand on me racontait certaines expériences, des gens qui étaient coincés dans le métro, des choses comme ça, je me mettais tout de suite en mode hyper vigilance, avec le plexus solaire complètement bloqué. Enfin voilà. Donc je vois très très bien ce dont vous parlez. Eh bien, c'est en faisant ce travail à blanc entre guillemets. Donc en fait, voilà, vous êtes entraîné à ce qui allait arriver, vos émotions, vous avez déjà vécu ça, et quand vous y arrivez, eh bien, vous l'avez déjà vécu. Du coup, vous êtes plus calme. Vous avez au moins diminué par 2 votre peur. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est un travail essentiel. Et encore une fois, c'est pas uniquement visualiser ce qui va se passer. C'est profiter de cette visualisation pour laisser monter vos émotions. Et parce que vous les avez vécues, ça va bien mieux se passer. Est-ce qu'il y aurait des choses que vous pourriez conseiller à de grands anxieux ou à des personnes qui souffrent de formes particulièrement extrêmes de la peur, justement? Donc il y a ce que vous venez de dire. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui peuvent être utiles? Le premier conseil, ça c'est essentiel, parce que on en parlait tout à l'heure, la peur sociologiquement est une émotion honteuse. Il faut bien comprendre que la peur, c'est la plus puissante de nos émotions. Il n'y a rien de plus puissant que la peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on souffre de syndrome post-traumatique, parce que c'est tellement puissant que ça imprime plus que n'importe quel signal émotionnel. Donc ça, il faut bien le comprendre. Une fois qu'on a compris que c'est notre peur, qu'elle nous appartient, qu'elle n'a rien de honteux, bah déjà la ramener à sa dimension réelle. C'est-à-dire, ok, est-ce qu'il y a une corrélation entre le danger et cette peur? Alors ça, c'est un gros travail. Après, effectivement, on repart sur l'analytique, visualisation, etc. Mais vous savez, là récemment, bon, je vais pas raconter ma vie, mais là, je suis sur un projet, voilà, où il y a un peu d'argent en compte, il faut que j'investisse, mais etc. Et puis avec tout ce qui se passe en Ukraine, je n'ai plus aucune visibilité. Alors bon, ça. Et pendant 2-3 jours, ça m'a mis en crise. Je dormais mal, je réfléchissais à ça la nuit en disant, oh là là, comment je vais m'en sortir, etc. Hop, prendre de la distance, analyse, bon, ok, voilà le problème, il y a les options 1, option 2, option 3, et dans tous les cas, ces options, c'est moi qui les choisis. À partir du moment où c'est moi qui les choisis, où je suis pas l'objet des événements, il n'y a plus de peur. C'est moi qui décide. Donc il y a plus de place pour la peur. Ouais, mais du coup, on en vient à la notion de contrôle, alors. Bien sûr. On a ce besoin de contrôler, et c'est tout l'inverse, finalement, de se lâcher prise, dont on entend parler, mais dont quelqu'un d'anxieux est quand même assez incapable. Marc Aurèle,
Il y a des choses sur lesquelles on a prise, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prises. Les choses sur lesquelles on n'a pas prises, eh bien, on se recentre sur soi et on dit, OK, ça, ce sont des nuages qui passent, hein, vous connaissez tous ça en méditation. Je n'ai pas prise sur ces nuages, je suis observateur, je me recentre sur l'essentiel. Se projeter en avant, c'est bien jusqu'à un certain point. C'est pour ça que moi, je suis pas contre se projeter en avant. Au contraire, scénario A, scénario B, scénario C, qu'est-ce que je fais, etc. Mais c'est de l'analyse. Je suis pas dans l'émotion. Pas encore dans l'émotion. C'est parce qu'on se projette et qu'on se charge d'émotions et qu'on est un peu dans l'irrationnel qu'on est angoissé. Et en fait, à partir du moment où on est capable de faire la part des choses, puis encore une fois, l'anxiété se dilue dans l'action. Donc si je suis vraiment angoissé vis-à-vis de l'Ukraine, eh bien, il faut que je prenne mon minivan et que j'aille aider les réfugiés ukrainiens. Vous voyez ? C'est dans l'action que ça va se dissoudre. Il y a vraiment cette notion de contrôle qui est importante parce que quand on a les symptômes de l'anxiété, justement, on peut avoir l'impression de perdre le contrôle de son propre corps. Et c'est ça qui est terrifiant au final. Ça nous renvoie quand même à notre vulnérabilité extrême et au fait que oui, on peut mourir à tout moment. Moi, souvent, ce que je dis, je compare la vie à un long fleuve qui prend sa source en montagne. Alors, au début, c'était vachement intéressant parce que c'est des torrents, on est enfant, etc. Et puis après, ça ressemble à l'Amazonie. C'est un peu moins drôle. Et puis, ça finit dans la mer, enfin dans la mort, quoi. Il y a deux façons de vivre sa vie. La première façon, c'est de dire, je me laisse flotter au gré des événements. Ça, c'est pas génial parce que on sait ce qui nous attend. Forcément, un jour, on va finir dans la mer. Et puis, l'autre façon, c'est de nager. Alors, des fois, ça sert à rien parce que de toute façon, on va finir à la mer. Oui. Hein, donc, vous allez me dire, à quoi bon nager? Tu vas finir dans la mer. Ah ouais, mais c'est plus fun. Je préfère nager que de me laisser dériver sans rien faire, etc. C'est plus fun, je vis ma vie. Ouais, c'est est-ce qu'on se débat, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on fait rien, quoi. Je pense que la plupart des gens anxieux ont plutôt besoin d'agir, en fait. Le plus dur, c'est de pas pouvoir agir. C'est pour ça que c'est difficile d'être enfermé dans un caisson à 300 mètres de profondeur ou dans un avion. Ouais, c'est pour ça que je suis claustrophobe, moi. Ouais. Tout à fait. Dans un avion, j'arrive à peu près à me maîtriser, si quand même globalement. Mais ça n'empêche pas que des fois j'ai des pensées négatives en avion en disant tiens, et si. Et pourtant vous avez des connaissances en pilotage. Ah oui. Non, et vous avez volé vous-même. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça n'empêche que de temps en temps, et si. Ouais, c'est ça, c'est le fameux et si qu'il faudrait arriver à évacuer. Encore une fois, le et si vous arrivez à vous couper de vos émotions, il n'y a pas de problème. Est-ce que la figure de l'anti-héros ou de l'anti-héroïne vous parle? Et selon vous, est-ce que les sportifs de l'extrême sont des héros? Alors le thème de l'héroïsme, je l'ai bien travaillé dans mon dernier livre sur le courage. Le thème de l'héroïsme, il faut bien comprendre que le héros, c'est pas vous qui faites le héros. Ce sont les autres qui vous font héros. Ils vont vous faire héros le plus souvent pour une cause. Le héros sert une cause. Le héros est instrumentalisé. Je vous donne un exemple, Godefroy de Bouillon, chevalier noble dans les premières croisades, sur la première prise de Jérusalem. Et Godefroy de Bouillon, dans l'histoire française, il est vu comme un héros. Dans la réalité, on sait très bien que lors de la première prise de Jérusalem, les chrétiens ont massacré à tout va, et Godefroy de Bouillon, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais au mieux, il était passif. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans les histoires qui ont été écrites sur la vie de Godefroy de Bouillon, il disait oui, il s'était absenté pendant que les autres massacraient. Bon, voilà notre héros. Vous voyez. Un autre héros, alors celui-là je l'aime bien dans le genre aussi, il est pas mal, c'est Joseph Darnan. Joseph Darnan, c'est le patron de la milice française pendant l'occupation. Donc qui a été fusillé à la Libération, qui est considéré comme la plupart comme une saloperie finie. Mais il faut savoir que Joseph Darnan, c'était un héros de la Première Guerre mondiale et c'était même un héros de juin 40. Il n'y a pas de doute, c'était un homme physiquement courageux. Le problème, c'est que moralement, il tenait pas bien la route. Et c'était un gars qui réfléchissait pas beaucoup et il s'est fait emporter par son adoration justement pour Pétain.
Et puis, il a complètement dérivé jusqu'à devenir la crapule qu'il est devenu. Donc, vous voyez, c'est compliqué, l'héroïsme. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes et les femmes, avec leurs contradictions, avec leurs peurs. Je vous donne un exemple. Prenez un alpiniste très fort. Vraiment très très fort. Tiens, comme le héros du moment, Alex Honnold, qui fait du free solo, c'est-à-dire sans aucune assurance, etc. Enfin, des trucs horribles. Voilà. Alors tout le monde dit, ouais, bravo, c'est extraordinaire, quel courage. Voilà. Bon. Ouais, ou sinon, moi, je peux vous dire, il est complètement fou. C'est une autre vision des choses. Mais moi, si je vous emmène, Yasmine, sur un mur d'escalade et que je vous demande de monter de 10 mètres, assuré, comme vous l'avez jamais fait, ou je sais pas, enfin, j'imagine, non, je pense que vous allez être vers deux trouilles. Et si vous faites ces 10 mètres, c'est aussi héroïque que le Alex quand il fait ses 700 mètres sur El Capitan. Vous voyez? Seulement, dans le regard des autres, vous avez un héros, quelqu'un de très courageux, et quelqu'un qui fait quelque chose de normal. Et pour vous, c'est pas normal. Donc l'héroïsme, à chacun son héroïsme. Ouais. Après, les autres, c'est des médailles qu'on vous donne. Vous savez, j'ai un fils, il est gendarme de haute montagne, donc il est secouriste à Chamonix, et bon, c'est des gens qui font des choses quand même assez extraordinaires. Et là, récemment, il a été médaillé. Bah, justement, il a eu la médaille du courage, et on en a parlé ensemble, et il me dit, ouais, bon, tu sais, les gens y récompensent, mais bon, est-ce que c'est vraiment du courage? Après tout, on fait notre boulot. Vous voyez, l'héroïsme, c'est une médaille qu'on vous colle, mais vous n'avez pas forcément l'impression de l'avoir mérité. Mais en fait, tout le monde, enfin, j'espère que tout le monde mérite sa médaille du courage à un moment. Je me demandais si votre nom, guerrier, vous avez peut-être prédestiné à braver tant de dangers. Sans doute. J'en parle dans mon bouquin. Quand j'étais tout môme, après une petite enfance qui était très heureuse parce que j'étais dans la nature, dans le Vercors, etc. Et je vivais très très libre. Et puis à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont collé en pension. La pension telle que vous l'imaginez, avec des grands murs gris, avec des frères des écoles, vous savez, avec des longues robes, etc., comme ça se faisait à l'époque. Donc ça ressemblait un peu à une prison. Et là, parce que je m'appelais guerrier, j'ai été la victime de petits tortionnaires. Donc moi j'avais 7 ans, j'étais victime de sixième, vous voyez, c'est des grands. Et leur jeu, c'était, parce que je m'appelais guerrier, on va voir si t'es un vrai guerrier, et donc on va te faire pleurer. Et moi, mon jeu, c'était de ne pas pleurer. Et je n'ai pas pleuré, et ça a duré, je sais pas, mais longtemps, hein, plusieurs semaines, avant qu'ils abandonnent leur petite torture. Pendant longtemps, cette idée qu'il fallait pas pleurer, quand vous avez 7 ans, c'est dur, hein, quand même. C'est petit, 7 ans. C'est petit encore, oui. Qu'il fallait pas pleurer parce qu'on est plus fort qu'eux, on est moins con qu'eux, etc. Ça m'a suivi longtemps. Longtemps, j'ai cru que ne pas pleurer, c'était un signe de force, de force morale. Ça, je l'ai cru, mais longtemps, hein, jusqu'à près de 30 ans. Je pense que je suis passé à côté de quelque chose, mais c'est sans doute ce qui explique aussi ma relation avec la peur, parce que, bah voilà, la peur, je la mettais de côté. Vous parlez dans votre livre de la peur de l'inconnu, qui est essentielle à l'aventure, Oui. Et aussi de la peur de la mort. Vous dites que si les aventuriers et les sportifs extrêmes apprennent à gérer l'exposition et donc la peur, elle n'est jamais un but en soi. Oui. Est-ce que vous en êtes bien certain? Ouais. On ne recherche pas la peur pour ce qu'elle est. Ce qu'on recherche, ça va être le plaisir, la découverte, le regard des autres, etc. Mais la peur en soi-même, non, je pense que personne ne la recherche, ou alors peut-être des esprits très tordus, mais j'en ai pas rencontré beaucoup, heureusement. Alors, un petit peu plus loin, vous citez le cascadeur Alain Prieur, qui a dit, lui, la peur est une drogue. Il y en a que ça paralyse, moi ça m'excite, la mort ne m'effraie pas. Bon, clairement, là, il joue avec la peur de la mort. Ça fait partie des esprits qui sont un peu bizarres. C'est une anomalie, et je pense qu'il était pas très équilibré, ce jeune homme. Et il en est mort, hein, puisqu'il est mort lors d'une cascade en essayant de passer d'un planeur à l'autre. Ça fait bien longtemps, début des années 90 ou fin des années 80. Et oui, je pense que c'était un esprit pas très équilibré. On a, dans les sportifs extrêmes, on a des gens très rationnels, etc., très équilibrés. Jean-Louis Etienne, Isabelle Autissier, Bertrand Piccard, etc. Puis on a quelques huluberlus
qui, je sais pas si je crois que je le raconte, l'histoire d'un gars qui va faire du base jump, donc en wingsuit, qui se boit 3 whisky coca et qui saute et qui se tue sur une vire. Bon, après, vous avez des crétins. Là, hier, j'écoutais encore une autre histoire qu'on m'a racontée. Un type, toujours en wingsuit, en base, il téléphone à sa copine, il dit, attends, excuse-moi, donc il est avec son téléphone, avec son oreillette, il dit, bon, là, je vais voler, il décolle, il continue à téléphoner à sa copine, et il se tue. Oh, punaise, il se tue en direct au téléphone. Donc, des gens limites, oui, il y en a. Vous savez, une des raisons aussi pour lesquelles on côtoie le risque, il y a aussi des tendances suicidaires. Des gens qui vont voir si la vie vaut la peine d'être vécue. Bon, moi, je suis pas du tout là-dedans. Alors, je l'ai été à un petit moment, je le raconte dans mon bouquin, mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps, à la suite d'une rupture amoureuse. Heureusement, ça n'a pas été très très long, mais il y en a qui traînent ça toute leur vie. Je donnerai pas de nom, mais j'en connais quelques-uns, ouais. Moi, ce qui m'interroge, en fait, c'est le rapport entre les gens qui pratiquent donc des sports à haut risque et la peur de la mort, en fait. Je me demandais si les sports à haut risque permettaient quelque part de se libérer de la peur de la mort, parce que elle est quand même omniprésente, la mort, en fait. Il peut toujours y avoir quelque chose qui tourne mal. Et puis aussi, vous avez tout simplement des personnes dans votre entourage pour qui ça a mal tourné, justement. Il y a des exemples. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que la mort, elle est omniprésente. Mais on y va... en tout cas, ça ne dissuade pas. Ça ne vous dissuade pas. Et donc, voilà, je me demandais dans quelle mesure ça pouvait vous libérer, justement, de pratiquer ces activités extrêmes, si ça pouvait vous libérer de la peur de la mort. Je suis pas sûr. En fait, pour moi, en tant que pratiquant de sport extrême ou ancien pratiquant de sport extrême, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. C'est la qualité de vie. C'est pas le pouvoir d'achat. C'est de vivre intensément. C'est ça qui me branche. La mort, la peur de la mort, c'est un autre chapitre. Est-ce que la pratique des sports extrêmes me permet de mieux vivre ça? Je suis pas sûr. Disons qu'elle est plus présente. Sans doute, on y pense plus souvent. Ça, c'est certain. Oui, mais en même temps, c'est pas une obsession non plus, parce que sinon, vous iriez pas. Non, c'est pas une obsession, mais disons que forcément, on y pense un peu plus souvent. Parce que, vous savez, moi, en deltaplane, j'ai perdu une dizaine de copains, j'avais une trentaine d'années. C'est pas naturel. C'est pas naturel de perdre des amis à cet âge-là. Donc forcément, vous y pensez un peu plus que vous y penseriez naturellement. Après, le fait de la fréquenter, ça vous permet sans doute de l'objectiver. De pas justement la fantasmer. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, j'étais terrifié. Enfin, c'est pas forcément vrai de tous les ados, mais en tout cas, moi, j'étais terrifié par l'idée de la mort. Je me voyais dans mon cercueil en train de pourrir. Bon, ça, maintenant, voilà, ça y est, c'est objectivé, c'est bon. Je suis passé au-delà. Gérard, comment allez-vous aujourd'hui et quels sont vos projets dans les mois qui viennent? En dehors de mes petits problèmes d'anxiété vis-à-vis de mon projet que j'essaye de résoudre, moi c'est l'écriture. J'ai un livre qui va sortir là au mois de septembre, mais celui-là il est déjà fait. Et là je suis en train de travailler sur un quoi autre. C'est un roman, mais on parle de peur, on parle de montagne, un roman qui s'appellera Le Seigneur des écrins. Et puis là je suis en train de travailler sur un nouveau projet de livre. Alors c'est toujours lié un peu à mes sujets, c'est aventurier et pionnier du vol sans moteur. C'est toute l'histoire du vol libre, du vol à voile, etc. C'était un plaisir, Gérard Guerrier, de vous avoir dans Anti-Héroïne aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de reparler de tous ces sujets. J'avais encore énormément d'autres questions, donc je vais les garder dans un petit coin de ma tête pour une prochaine rencontre. Avec plaisir, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Voler, le rêve. Je ne peux qu'imaginer l'unique sentiment de liberté qu'on éprouve en s'élevant dans les airs. Pourtant, jamais je ne me jetterai d'un avion ou d'une falaise pour voler. En tout cas, je ne le crois pas. Il y a des rêves que la peur empêchera de réaliser. Reste à choisir ceux pour lesquels je braverai mes peurs, ceux qui me donneront réellement envie de planer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui mettre des étoiles, si importantes dans la podcast Galaxy. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines dans Anti-Héroïne.